En ligne ce soir, Christine. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Donc, très heureux de vous recevoir sur ce webinaire. Voilà, et donc Franck, on est là tous les deux en associé parce qu'on ne peut pas travailler sur un produit pour les associés si on n'est pas deux, ça aurait pas de sens. On parle souvent d'alignement dans le coaching, donc une des façons d'être aligné sur ce projet, c'était d'être tous les deux. Donc on le porte depuis quelques mois déjà avec Christine. On a fait pas mal de sessions en intra, c'est-à-dire des binômes, des trinômes, des quadrinômes, des pentanômes d'associés qui nous ont fait intervenir auprès je vais dire de leurs équipes, auprès d'eux-mêmes en fait, pour résoudre un certain nombre de difficultés ou passer un cap significatif. On a aussi notre propre expérience dont on a parlé avec Paul Deveau, qui est mon associé au sein d'Énergie. Et, euh, et on a vécu un séminaire d'associés il y a quelques années qu'on s'est fait vivre à nous-mêmes et qui nous a permis de vraiment passer des caps hyper importants dans notre business, dans notre progression, dans notre développement, dans notre réflexion. Et voilà, et donc on a rencontré Christine il y a quelques mois en arrière, qui elle était passionnée par la question des associés. Toi-même, tu as eu longuement une expérience d'associé au sein d'un cabinet. Oui, au sein dans le domaine médical, des laboratoires d'analyse médicale, avec différents types de partenariats, avec des durées variables, 10 ans, un peu moins, et des belles rencontres. Et puis, ça m'a permis de mieux comprendre que s'associer et perdurer ensemble, ça se travaille, ça se construit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler autour de la cohésion d'équipe sur les petits groupes et que je me suis formée à ton école. Qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? Eh bien, Énergie est née justement d'un fameux séminaire, de ce fameux séminaire dans les Alpes qu'on a vécu avec Paul il y a 4 ans maintenant. Et à cette époque-là, on n'avait pas du tout imaginé que le fait de s'associer nous amènerait aussi loin. Donc, voilà, on a aujourd'hui créé une société. Cette société, elle propose essentiellement un produit, une marque, un modèle qui est le coaching de l'énergie, qui est un modèle que nous avons développé, c'est en ça qu'il est unique, et il est fondateur parce qu'aujourd'hui on le retrouve dans l'ensemble des architectures qu'on peut proposer, tant dans l'école de coaching que dans les méthodes, que dans les interventions que nous faisons auprès de nos clients. On va pas en parler ce soir parce que on l'a déjà fait plusieurs fois dans notre webinaire et puis vous pouvez le retrouver sur le site Énergie. On est des coachs, alors on espère être sérieux et on espère aussi ne pas trop se prendre au sérieux. En tout cas, c'est quelque chose que nos clients nous ramènent souvent et qu'on espère garder le plus longtemps possible parce que on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour faire un métier sérieux. Et on a plutôt des clients qui s'inscrivent avec nous dans une relation durable, des clients qui nous suivent depuis 12 ans, 15 ans, 20 ans, et une jolie progression. Enfin, c'est une chouette aventure. On a également, tiens, ça passe pas bien. On a également des produits que nous espérons pertinents et des questions que nous espérons impertinentes. Les deux sont importants, c'est-à-dire que c'est pas mal d'avoir des produits et des produits originaux, et souvent on essaye de les baser aussi sur une forme d'impertinence qui vise à sortir du cadre, à challenger en permanence, à essayer d'être agile, de se réinventer perpétuellement. On n'aime pas trop faire et refaire la même chose pendant des mois et des années. Et donc, on est plutôt des inventeurs. Voilà. Et puis, dernière caractéristique de qui nous sommes, eh bien, on essaye d'être centré sur l'essentiel et sur l'excellence dans l'instant. C'est-à-dire, ce qui compte pour nous, c'est ne pas s'éparpiller. Ce qui compte pour nous, c'est les progrès qu'on peut faire, ce qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on peut faire de manière juste, dans le flow, sans effort et dans le plaisir, et qu'on peut faire tout de suite. Parce que souvent, dans nos métiers, on s'aperçoit qu'on accompagne des équipes, mais que pour les faire bouger, il faut arriver à faire le premier pas. Ce premier pas, il est souvent décisif. Voilà, ça c'est pour une très très rapide présentation de qui nous sommes. Et maintenant, j'ai un petit problème pour passer les pages. Voilà, maintenant le sommaire du webinaire. Ce soir, ce qu'on avait envie de partager avec vous, eh ben, c'est 4 points, 4 observations que nous faisons, 4 questions que nous posent souvent les associés. C'est comment est-ce qu'on peut faire voler en éclats les croyances qui nous limitent, les croyances qui sont liées au business. Comment est-ce qu'on peut arriver finalement à faire en sorte que
qu'elle ne nous bloque pas. La deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment est-ce qu'on peut sortir par le haut des petits jeux psychologiques qui, inévitablement, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on peut avoir la relation la plus propre possible avec son associé ou ses associés, il y a des jeux psychologiques qui finissent par se mettre en place, liés à tout un tas de choses que Christine nous développera, fatigue, etc., usure ou manque de coordination. Et donc, comment est-ce qu'on peut sortir par le haut de ces jeux psychologiques? Troisième question à laquelle nous essaierons de répondre, eh bien, comment est-ce qu'on peut prendre de la hauteur pour passer un cap significatif dans son projet, dans le projet des associés? Donc, comment est-ce qu'on peut, et là, on parle vraiment pas d'un cap banal, mais vous savez, de ces transformations de niveau 2, celles qui font que après ne ressemble plus à avant. Et puis la dernière question à laquelle on essaiera de répondre, c'est est-ce qu'il faut tout sacrifier pour réussir? Alors ces 4 questions, on les a pas choisies au hasard, elles viennent des expériences que nous avons menées, des missions que nous avons menées auprès de nos clients dans les derniers mois, dans les dernières années. Et on s'est rendu compte que c'était souvent par ces 4 questions-là qu'ils passaient. Et donc on vous propose d'échanger un petit peu sur ce sujet. Bonjour Isabelle, ravi de te Oui, retrouver. bienvenue Isabelle. Ravie de te voir parmi nous. C'est moi toujours là? Oui, toujours. C'est toujours moi. Bon, alors, comment faire voler en éclats nos croyances limitées au business? C'est quoi les croyances qui peuvent être limitantes dans le business? Hein. Eh ben, par exemple, vous pouvez avoir une croyance qui est on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, c'est trop ambitieux, on n'aura pas les moyens, le banquier suivra pas, on ne trouvera pas les investisseurs. Ça peut être aussi, on est dans le brouillard, on ne sait pas dans quelle direction il faut qu'on aille. Et des directions, il y en aurait plein qui seraient possibles de suivre. Donc du coup, c'est fatigant. On va jamais y arriver à trouver la voie dans laquelle on doit s'engager. Autre type de question, oh, de toute façon, tout ça, c'est une question de chance, de réussir ou pas réussir. Et finalement, le hasard, il y est pour beaucoup. Autre type de croyance limitante, c'est tout a déjà été fait, quoi. On est écrasé par le poids de la concurrence. Et on a beaucoup ça dans le monde du coaching, quand les gens nous contactent en nous disant j'aimerais bien me former pour devenir coach, etc. Mais on m'a dit que le marché était saturé, les wagons sont bondés. Et oui, bien sûr, le marché, on peut avoir l'impression qu'il est saturé, bien sûr, mais en fait, ce qui compte, c'est de réussir soi, c'est pas de s'occuper du marché. Et donc là aussi, il peut y avoir une forme de croyance limitante, même s'il y a beaucoup de monde sur un marché, il suffit juste d'être bon, il suffit juste de faire ce qu'il faut, il suffit juste d'avoir les bons contacts, d'avoir une bonne démarche commerciale. Il suffit juste d'être un bon coach et de faire du bon coaching. Et finalement, pour vous, la chance de réussite, c'est 100%. C'est pas 20,43% des gens qui font une formation en coaching arrivent à bien vivre du coaching dans l'année qui suit et 48%. J'ai lu une étude comme ça il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Alors c'est plutôt rassurant d'ailleurs parce que ça monte plutôt à 80% au bout de 3 ans. Mais tout ça, c'est des stats. Et en fait, quand on est la personne ou le binôme d'associés qui veut s'engager dans le truc, pour nous, c'est 0 ou c'est 1. On va réussir ou on va pas réussir. Autre type de croyance limitante, j'aurais jamais le courage, j'aurais jamais la force. J'ai mis ces photos et puis je les redécouvre avec vous en fait ce soir. Donc ça va être trop dur. Ouais, je m'en sens pas la force. Et puis ça peut être aussi cette fois-ci je suis pas perdu dans le projet, mais je suis perdu dans les chemins à choisir. C'est-à-dire oh là là, je vois bien qu'il faut aller là-bas, mais alors le labyrinthe au milieu, qu'est-ce que ça va être compliqué. Et rien que d'imaginer tout ça, je suis déjà découragé par avance. Voilà. Et puis peut-être c'est la dernière. On n'a J'ai pas. des doutes, je doute de moi, je doute de mon associé, je doute des autres, je doute. Et puis finalement, et c'est souvent ça la plus forte, et c'est la dernière, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur de me lancer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de l'image, j'ai peur de ce que les gens vont en dire, de ce que mon entourage va dire de ma réussite ou de ma non-réussite. Et donc voilà, toutes ces croyances limitantes, en fait, nous, on les rencontre quand on travaille avec les associés et on se dit, on peut pas en rester là. Nous qui sommes des coachs, on sait travailler à partir des croyances des gens qu'on accompagne en coaching individuel. Donc il faut qu'on sache faire ça aussi avec les binômes d'associés. Christine, je vois qu'on a Véronique qui a des problèmes de Oui, coupure. non, en fait, on a perdu le son de quelques secondes et après, le son est revenu. Mais c'est de ton côté. Moi, Voilà, je t'en prie. c'est bon. Qu'est-ce que tu en sais que c'est de mon côté? C'est peut-être de votre côté à tous là-bas, hein? Peut-être.
Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on travaille ça? On travaille d'abord pour arriver à dépasser ses croyances, il faut prendre appui. Il faut prendre appui, il faut prendre appui sur ses appuis. Donc, il faut connaître son socle. Il faut connaître son modèle de réussite. Et c'est super important, il faut absolument que les associés qui ont déjà commencé à travailler ensemble, ou ceux qui vont travailler ensemble, sachent bien sur quel socle de compétences, sur quel socle de réussite, sur quel socle de performance ils vont bâtir leur association. Parce que souvent, on l'a dit, ces croyances limitantes sont liées à des peurs. Et pour éviter d'avoir peur, déjà, c'est pas mal d'être bien enraciné. Et pour être bien enraciné, il faut comprendre quelles sont ces racines. Donc, souvent, un des premiers jobs que l'on fait quand on intervient auprès d'équipes d'associés, c'est qu'on vérifie qu'ils ont bien compris quel était leur système de réussite. Et on est souvent très surpris. Parce que quand on leur pose cette question, ils ne savent pas y répondre. Et donc, le premier travail qu'on a tendance à faire avec eux, c'est de leur dire, écoutez, on va passer le temps qu'il faut, mais on va analyser le système de réussite, là, vous voyez, les racines, mais surtout le tronc et tout l'arbre qui a poussé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le bouger. Ça ne veut pas dire qu'on va pas pas couper des racines, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher de nouveaux appuis, mais déjà, c'est important que le binôme d'associés comprenne parfaitement bien sur quoi il peut s'appuyer pour dépasser les croyances qui le limitent. Voilà. Donc c'est un travail qu'on fait au travers d'un outil qu'on appelle nous l'Advitam, qui est une méthode assez simple qui fait un peu le pied de nez au post-mortem dans lequel on étudie pourquoi on a échoué. Là, on étudie plutôt pourquoi et comment on a réussi. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, on peut travailler aussi les croyances. C'est ce qu'on travaille nous pas mal au sein du club de coach que nous avons constitué. On travaille nos croyances entre pairs. C'est-à-dire que à un moment donné, il est extrêmement utile de confronter les binômes ou les trinômes d'associés avec d'autres associés. Parce que les difficultés qu'on rencontre, on les rencontre tous. Et par contre, on a trouvé des solutions tous différentes pour les dépasser. Et donc, à un moment donné, challenger ces croyances, c'est à la fois finalement se dire ils ont tous un petit peu les mêmes difficultés dans mon secteur d'activité. Tous les coachs se posent la question de comment je me présente, quelle valeur ajoutée j'apporte, quel est le prix auquel je dois vendre mes prestations, comment est-ce que je travaille en réseau, comment je trouve des nouveaux clients, comment je me démarque des autres coachs. On va retrouver comme ça tout un tas de questions liées à des croyances et à des peurs qu'on peut travailler en mode co-développement, en faisant des petits groupes dans lesquels chacun va se faire challenger, mais aussi aider par un groupe de pairs qui vont finalement lui proposer d'autres regards, d'autres prismes et en prenant tous les prismes qu'on peut réunir, à ce moment-là, on a la totalité, on a le 360 de la problématique, et d'un seul coup, on y voit clair, au milieu des pommes vertes, il arrive une pomme rouge, et la pomme rouge, c'est la solution, celle dans laquelle il faut croquer à pleines dents. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est dans ces groupes de co-développement, une fois qu'on a créé la possibilité de se faire un petit peu confiance, eh bien, on va travailler sur l'équation du problème et on va transformer l'équation du problème en équation de la solution. Il y a une petite vidéo sur le site Énergie qui raconte ça en quelques minutes, qui vous explique cette technique, donc je ne vais pas la développer plus longuement. Mais en gros, on pose l'équation de la croyance limitante et quand on l'a bien écrite, quand on l'a bien posée sur la page de paperboard ou sur le tableau, on va la découper en petits morceaux et on va regarder une fois de plus, avec les pairs qui sont présents, comment on peut challenger, comment on peut secouer les paramètres de l'équation jusqu'à trouver une nouvelle équation, mais cette fois-ci, c'est l'équation de la solution et non plus l'équation du problème. Voilà un petit peu des techniques qu'on va utiliser avec les groupes d'associés qu'on accompagne pour les amener, alors entre eux et aussi en se confrontant à l'extérieur, à dépasser les croyances limitantes dans lesquelles ils se sont enfermés. Bonsoir Christine, ravi de te... Bon, merci. Et nous allons aborder aussi avec les associés comment régler ces jeux psychologiques. Collaborer au quotidien, finalement, c'est quand on est un petit groupe, c'est avoir des interactions de façon très fréquente. Et parfois, une des manières d'entrer en relation au cours de la journée varie en fonction de la situation, en fonction du contexte, en fonction de mes attentes, en fonction même des ressentis que je pourrais avoir sur l'attente de l'autre. Ces jeux psychologiques avaient été mis en avant par le docteur Berne, qui est un psychiatre américain en 1950, et il avait mis en avant la façon dont les personnes peuvent se comporter dans certaines situations à travers des attitudes, à travers la parole, à travers du non-verbal, comment cette personne dans son environnement a des interactions sociales. Et quand on est dans un petit groupe, on a l'habitude d'endosser certains rôles.
on peut faire appel à différents types de parts en nous, c'est-à-dire la part enfant, la part adulte, la part parent. Et quand nous sommes en interaction comme ça, pour aller un tout petit peu plus loin, on peut arriver à avoir des attitudes qui nous permettent d'éviter une situation. J'ai trop de travail, je décide de pas répondre à tel et tel mail qui pourrait complètement me déséquilibrer dans mon activité. On peut avoir des attitudes de prendre le contrôle quand il y a quelque chose qui nous agace, supporter une frustration et puis même parfois se rebeller. L'analyse transactionnelle, c'est une analyse qui a été développée donc, par ce docteur il y a pas mal d'années et qui a permis de mettre en avant tout ce qui est de l'ordre de l'échange, de l'interaction entre plusieurs personnes. Et le modèle a été poussé un petit peu plus loin par Stefan Karpman. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce modèle-là. C'est un modèle du triangle de Karpman où le persécuteur, le sauveur et la victime sont des rôles que l'on peut chaque fois, que l'on peut endosser quand, par exemple, il y a un peu trop de pression ou quand je suis dans un changement qui est tel que je vais finalement peut-être être un peu critique ou peut-être être un peu sauveur ou au contraire me plaindre. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que ce triangle-là, c'est un triangle qui nécessite au moins 2 partenaires. Un persécuteur, c'est quelqu'un qui a tendance à dire tout ce qu'il faut faire et qui est issu d'un rôle un peu critique, un peu jugeant. Le sauveur, c'est celui qui va vouloir aider constamment, même en devançant l'aide. Et la victime, c'est la personne qui se plaint. Alors, ce qui est intéressant dans cette relation, que ce soit des relations de travail, que ce soit des relations entre associés, c'est que quand quelqu'un va endosser ce rôle, parfois même de manière inconsciente, on s'aperçoit qu'il va solliciter chez l'autre en face un des deux autres rôles et que finalement, derrière, il va y avoir des échanges cachés, des transactions cachées. Et au bout du compte, c'est extrêmement toxique pour la relation. Comment les reconnaître? Je pense que certains connaissent ce triangle. En même temps, ça fait partie de la vie d'avoir des gens qui parfois sont dévalorisants, peuvent imposer, peuvent manipuler, peuvent être dans le contrôle. C'est aussi, je me souviens d'une interaction avec un partenaire qui, dès que je faisais une erreur, était déjà là pour me dire ah non mais là ça va pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et systématiquement j'avais droit à une critique très négative. Après, il y a le rôle du sauveur, du Superman, c'est celui qui va voler au secours. Et quand il rencontre une autre personne, il va avoir tendance à l'infantiliser, c'est-à-dire à le déresponsabiliser. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le sauveur a une recherche de gratification et il va pouvoir se nourrir à travers toute l'aide qu'il apporte pour avoir une meilleure image de lui et en même temps que les autres aient une meilleure image de lui. La victime, ben, c'est celle qui se plaint, qui se sent impuissante, qui est non responsable. C'est celle qui dit ah mais ça arrive toujours à moi. J'ai demandé puis finalement j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai fait telle tâche mais finalement ça n'a pas marché pour telle et telle raison. C'est une personne qui aura tendance plutôt à se déresponsabiliser et qui va se complaindre dans sa plainte. Alors, quand on est amené comme ça à être en interaction de façon extrêmement fréquente avec mon associé, l'impact va se situer déjà dans la relation. Alors, cette relation va être, d'abord, c'est extrêmement énergivore. C'est-à-dire qu'on perd un temps fou à essayer d'avoir un peu de contrôle, un peu de manipulation. On est complètement focus sur cette relation dont l'ambiance va être délétère, avec des frictions, avec des conflits, avec des non-dits. Il y a une forme de démotivation qui va s'installer et de désengagement. La photo, pour moi, elle me parle énormément parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol, on n'arrive plus à avancer de façon positive, on piétine.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand s'installent comme ça des rôles un peu délétères, un peu toxiques, petit à petit, dans le binôme, il va y avoir une perte de repères, une perte de cohésion, un manque de créativité. Mais au-delà du binôme, ça va aller bien sûr au niveau de l'équipe. Il va y avoir sous forme systémique quelque chose qui va aussi être euh, en rebondissement au niveau de l'équipe et aussi au niveau de ses clients. Toute cette ambiance délétère, énergivore, où il y a des petites phrases comme ça qui peuvent blesser, ou de plainte, ou de contrôle, ou de manipulation, les impacts non seulement sont dans le binôme, mais à terme, par ricochet, vont faire aussi apparaître par rapport à des clients que le binôme ne fonctionne pas très bien. Alors, nous, les solutions qu'on apporte, je suis dans le domaine médical et donc j'aime beaucoup cette slide qui donne un équilibre entre un éléphant et une girafe, mais surtout parce qu'il y a un traitement curatif ou un traitement préventif. Quand il s'installe des non-dits, des conflits patents et puis ensuite des conflits latents, le traitement curatif, c'est la médiation, la régulation. Le but est d'amener les partenaires à d'abord s'écouter. Alors tout ça se fait sous la protection d'un coach qui est là de façon neutre, qui va avoir une position plutôt en recul avec une vision large. Il va être là aussi pour installer une écoute, un cadre où il soit mis du respect et petit à petit, au cours de cette régulation, de cette médiation, va s'installer un dialogue peut-être franc, mais dans une meilleure écoute pour aller se construire sur quelque chose de positif, vers des solutions orientées positives. C'est-à-dire de prendre tout ce qui est de la complémentarité du binôme, tout ce qui est du potentiel pour pouvoir tirer vers le haut et réguler ces jeux psychologiques. Le mieux, c'est de prévenir. Le mieux, bien sûr, c'est de prévenir et de faire ici un outil avec Energy Training qui est un bilan de fonctionnement. Ce bilan de fonctionnement, c'est une forme de réunion atypique qui n'a rien à voir avec la stratégie, avec l'opérationnel. C'est de prendre 2 heures, un espace-temps, une respiration. C'est bien de le faire, par exemple, avant la rentrée de septembre et 2 ou 3 fois par an comme ça, de faire le point dans son binôme, dans son association, sur ce qui fonctionne bien pour pouvoir l'enrichir. Alors ça peut être des thématiques comme la répartition du pouvoir, la répartition des responsabilités, l'information, la circulation de la communication, tout ce qui fait que ce fonctionnement, cette harmonie, cette écoute a bien fonctionné et comment ça pourrait fonctionner encore mieux. Une autre façon de prévenir ces jeux psychologiques, tout passe par la communication et cette énergie et ce dialogue qui s'installe entre les associés. Une autre façon, c'est d'aller travailler sur la raison d'être, de repartir à l'origine du partenariat, de repartir sur cette alliance. C'est quoi qui fait sens dans notre entreprise? C'est quoi notre finalité? Permettre ainsi de remettre des mots et de pouvoir travailler sur la cohérence entre cette raison d'être du départ et la vision plus tard de cette société. Ça va faciliter énormément de choses. On retrouve de l'alliance, on retrouve de la créativité, de la motivation, même des choix tout d'un coup qui vont se mettre en route parce qu'on aura retravaillé sur l'origine du partenariat et la finalité de pourquoi on s'est associé. Finalement, alors nous, on travaille, enfin Franck et moi, par rapport à des accompagnements d'associés sur mesure, c'est-à-dire que quand c'est dressé des conflits, des non-dits, des crises particulières relationnelles entre des associés, on fait ce qu'on appelle un diagnostic énergétique et on va aller voir quelle est l'énergie de cette équipe pour pouvoir leur proposer, en fonction de leurs besoins, un accompagnement de médiation, de bilan de fonctionnement, d'alliance, sur mesure. Et puis,
l'intelligence collective, comme le disait tout à l'heure Franck, quel que soit le type de métier que l'on a, dès qu'il y a un binôme d'associés, un partenariat, la richesse de ce partenariat peut être abîmée, peut être freinée dans son avancement, et on rencontre majoritairement tous à peu près les mêmes problèmes relationnels, et certains trouvent des solutions tellement diverses que l'on a trouvé intelligent de monter des séminaires pour offrir ce co-développement et que chacun puisse trouver des solutions qu'ils n'avaient peut-être pas trouvées pour pouvoir avoir un partenariat encore plus dynamique et passer un certain cap dans leur partenariat. Cap, d'ailleurs, qui va Ah être oui. abordé par Franck. Alors, voilà, j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu disais, Christine, sur raison d'être et alliance. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parfois, on pose la question à des équipes. Alors, ça peut être des comités de direction, mais c'est encore plus fort quand ce sont des associés, parce que ou des co-dirigeants, parce que quelque part, il y a un investissement personnel qui est encore plus fort. Et un investissement financier aussi qui est beaucoup plus fort. Une prise de risque qui est plus forte. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous savez quelle est votre vocation, votre projet commun, souvent les gens nous répondent oui, pas de souci, tu peux passer là, c'est bon ça. Puis quand on a l'occasion de creuser un petit peu, alors des fois on le fait au niveau d'un déjeuner, tiens en fait, alors votre vocation, puis là ça ressort et en fait on s'aperçoit que on arrive à le définir, on y met des mots, mais chacun a envie d'y retrouver aussi une partie de soi. Et donc, ce qui est difficile dans l'alliance autour du projet d'entreprise, de la vocation et de la raison d'être, c'est qu'il faut à la fois que ce projet corresponde à l'alchimie des différentes personnes qui l'ont composé et que chacun puisse y retrouver une part de lui-même. Dans les belles équipes de sport collectif, on sait que il faut à la fois travailler le collectif, mais aussi la différenciation de chacun qui doit exister. Chacun doit se sentir bien pris en compte au sein de ce collectif. Et ça, on s'aperçoit que pas mal d'associés avec lesquels on travaille oublient collectivement ce point qu'ils n'oublient pas individuellement, mais comme ce point individuel n'est pas pris dans le collectif, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça, on le vérifie bien. Voilà, donc sur le cap, ben justement, le cap, c'est la direction qu'on va suivre, c'est l'endroit où on veut aller. Et ce cap, une des premières choses qu'on constate, nous, énormément, et que moi j'ai connu quand j'étais dirigeant d'entreprise, c'est qu'on raisonne beaucoup, en France, mais pas qu'en France, mais en particulier en France, on raisonne beaucoup par comparaison. C'est-à-dire il y a une ligne de temps, il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Et donc, on raisonne beaucoup par rapport à ça. Et en fait, on fait une erreur fondamentale parce que quand on fait ça, on est tout le temps en train de comparer ce qu'on voudrait faire avec ce qu'on a déjà fait et avec ce qu'on est en train de faire. Et vous le comprenez bien. En fait, en faisant ça, tout va bien. Alors, par exemple, on monte un budget. On monte un budget. Nous, on a une école de coaching. Énergie, c'est une école de coaching, c'est aussi une école de management et c'est aussi des prestations qu'on fait auprès de nos clients, des prestations de missions de coaching individuelles, collectives ou d'organisation. On fait pas de budget, hein, nous. Donc, mais si on faisait un budget, je suis sûr qu'on ferait exactement comme font toutes les boîtes, c'est-à-dire qu'on prendrait les résultats de l'année dernière et on ferait une projection de ce qu'on a fait l'année dernière et de ce qu'on est en train de faire cette année sur ce qu'on pense faire l'année prochaine. Donc, qui dit projection dit alors on dirait plus 5, plus 3, moins 5, plus 10, plus 15, suivant si on se sent ambitieux ou pas. Mais plus 200%, plus 300%, plus 1000%. Alors ça, on n'ose jamais. On n'ose jamais. Et d'ailleurs, on n'ose pas, on a peut-être raison. C'est parce que comment est-ce qu'on pourrait faire plus 1000% sur un produit? Bah si, c'est simple. C'est qu'en fait, c'est même plus 1000%, c'est plus 1 milliard de fois % de plus parce que le produit, il n'existait pas. Et donc, en fait, quand on raisonne uniquement par comparaison, on ne donne pas la chance aux nouvelles idées, on ne donne pas la chance aux produits qui n'existent pas encore. Et ça, c'est extrêmement fort. Souvent, les binômes d'associés qu'on accompagne, c'est pas des très grosses boîtes, c'est des petites boîtes. Et ces petites boîtes, ben, elles ont des faiblesses parce qu'elles sont petites, mais elles ont aussi une immense force que n'ont pas toujours les grandes, c'est qu'elles peuvent se permettre d'inventer et de lancer des nouveaux produits tout le temps. Voilà, donc la première chose qu'on fait quand on travaille là-dessus, c'est qu'on dit stop à la comparaison. C'est-à-dire qu'on leur dit, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la projection dans le futur. Et on va volontairement, à un moment donné, mettre de côté l'année qu'on est en train de faire et le passé qu'on a eu ensemble dans l'association. Ça, c'est la première chose. Alors, vous me direz, oui, mais c'est bien, mais ça suffit pas. Bah, parce que justement, à ce moment-là, on va leur mettre des lunettes pour les aider à rêver.
C'est-à-dire qu'on va leur mettre ce type de lunettes que les gamins ont en permanence devant les yeux. Et malheureusement, nous, il y a un moment donné dans notre vie, on les a perdus, ces lunettes. On les a oubliés, je sais pas où, hein, ça dépend à quel âge, ça dépend à quel endroit, mais on les a oubliés, voilà, on les a plus sur les yeux. Eh ben, on va les leur remettre sur les yeux, on va leur faire voir la vie en couleur, et on va leur donner l'autorisation d'aller rêver et d'aller inventer le truc qu'ils ont jamais osé se dire. Alors, individuellement, ils y ont peut-être pensé, mais se le dire ensemble, ils n'ont pas osé. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vécu avec Paul dans notre binôme. À un moment donné, Paul écrivait beaucoup, Paul écrit toujours beaucoup, il écrit beaucoup, beaucoup d'articles, il écrit très bien. À un moment donné, moi, je lui dis, écoute, t'écris tellement bien, c'est quand même dommage. Écris un bouquin. Et ça lui parlait pas. Ça lui parlait pas. Mais en fait, le fait que cette idée, on ait pu la partager, ben en fait, on l'a écrit. Alors, on l'a écrit tous les deux, ce qui était plutôt sympa pour moi, parce que je suis monté dans le bateau de l'écriture du bouquin, et puis que j'ai trouvé ma place pleinement. Mais vous voyez, il y a ce truc, il y a ce que l'un pourrait se dire que l'autre n'ose pas rêver, que celui qui rêve dit bah moi je vais pas le faire parce que c'est pas mon truc et je le ferai peut-être si on était deux mais j'en parle pas. Enfin vous voyez, tous ces trucs qui n'existaient pas et on a vécu ça plein de fois avec Paul. Il faut oser en parler. Pour oser en parler, il faut se donner le temps parce qu'on est tellement pris par tout le quotidien, par tous les réglages, par la prochaine formation qu'on doit animer, par le prochain webinaire qu'on doit animer, par la prochaine session qu'on doit remplir, par tous ces trucs qui nous prennent toute notre vie, que si on ne met pas de temps en temps dans son agenda des vrais moments dans lesquels on s'autorise de remettre les paires de lunettes, on n'y arrivera pas. Donc, quand on travaille avec les associés, on leur propose de se laisser vraiment emporter par la magie du rêve. On les fait travailler dans la no limite. Et vraiment, on les fait travailler là-dessus en leur disant, et s'il n'existait aucune limite, alors on a toute une petite technique qu'on travaille d'ailleurs dans les formations, et dans lesquelles on leur laisse imaginer à quel point ils pourraient percer, ils pourraient faire tout voler en éclats s'ils se laissaient emporter par la magie du rêve. Alors le rêve c'est bien, et puis ensuite il va falloir le faire. Mais alors a priori la vertu de cet exercice, c'est qu'on ne le fait pas tout seul dans son coin, on le fait à plusieurs, on le fait en équipe, on le fait avec son associé, avec ses associés. J'aime bien cette phrase de Lennon à laquelle je crois beaucoup, c'est que rêver seul, c'est souvent ça reste un rêve. Quand on rêve ensemble, ça devient la réalité. C'est ça qu'on leur propose de faire. On leur propose de rêver ensemble. Et de vraiment le faire dans des conditions très particulières, puisque dans ces cas-là, que ce soit en intra ou en inter, c'est-à-dire que ce soit en mélangeant plusieurs binômes d'associés ou en travaillant avec une seule équipe, à un moment donné, on essaye de les sortir de là où ils sont et de physiquement, corporellement, les faire monter sur une montagne, de les amener en haut et là, de leur permettre de s'affranchir de toutes les limites et donc de rêver et donc de voir grand et donc d'être ambitieux pour leur entreprise. Voilà, ça c'est donc la troisième question que nous retrouvons souvent dans les séminaires que nous avons à régler entre les associés et pour vous brosser un petit peu la méthode qu'on utilise pour les aider à en sortir. Je te repasse la main. Merci. Et quand on voit grand comme ça, qu'on voit le cap, est-ce qu'il faut tout sacrifier pour réussir? Ce désir de réussite, d'aller justement vers l'objectif qu'on s'est fixé, est-ce qu'il est nécessaire de sacrifier certaines choses? Alors, cette slide parle d'elle-même où une personne se sacrifie pour pouvoir laisser passer les autres, mais peut-être à quel prix? La notion de sacrifice, Pour elle, le prix va être cher à payer, hein. voilà, à quel prix? Vital, vital. Parce que parfois, ça peut avoir un très grand coût. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est un renoncement. C'est lourd le sacrifice. C'est renoncer de façon volontaire à qu'est-ce que je choisis de garder, qu'est-ce que je choisis de prendre ou quelque chose. C'est faire un choix qui a cette notion de perte. Je choisis de perdre ça pour pouvoir faire ceci. Alors parfois, la nécessité fait loi. Ça veut dire que oui, il est nécessaire de faire un sacrifice particulier de temps, d'argent pour réaliser quelque chose. Mais à long terme, le sacrifice enferme. C'est quelque chose qui est tellement lourd qu'il est même paradoxal de dire je sacrifie quelque chose pour réussir. Quand Enfin, pour moi, c'est extrêmement paradoxal. Surtout que quand on travaille pour son entreprise, euh, il doit y avoir quand même une certaine source de plaisir pour pouvoir justement développer l'activité que l'on veut. Et là, c'est la culture qui nous tient. Parce que la vie est un combat, il faut se battre jusqu'au bout. Cette notion de persévérance, de volonté, euh,
sacrifier quelque chose, ça signifie de faire un effort. Et parfois, alors pour soi, ou peut-être ce qu'on attend de son associé ou des partenaires avec qui on travaille, on leur demande de faire un effort parce qu'on trouve que la cause est juste, on trouve que l'idée est juste. Et nous, moi, pour l'avoir vécu en tant que partenaire de quelqu'un, je me suis dit, mais et finalement, si tu faisais un effort, vous savez, cette petite phrase-là qu'on a dans la tête, qui revient de façon régulière et qui tout d'un coup, on se dit, bon, bah, bon, on va faire plaisir. Bon, alors on va faire un effort de plus. Mais un effort de plus par rapport à quoi? Par rapport à quel déséquilibre autre je vais construire. La notion de sacrifice, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore et qui met le focus plus sur de la perte que sur, pour moi, de la réussite. Parce que derrière, il peut y avoir un prix. À quel prix? Quand on lance son activité, dans mon activité, le sacrifice a été le sacrifice temps. Ce temps-là, pour moi, c'était de 6 heures du matin à 19 heures et j'étais focus sur mon activité que je pensais être focus. Et finalement, le prix que j'ai eu, c'est un épuisement professionnel. Tout le temps passé, toute l'organisation que j'avais mis en place, euh, ce que j'avais mis comme focus pour mon activité avait mis un déséquilibre ailleurs. Par rapport à mes partenaires, ce que j'attendais, c'était peut-être plus de réactivité. Donc, ils sacrifient quelque chose pour pouvoir être encore plus utile pour mon activité, notre activité. Donc, sacrifier tout n'a pas de sens, ça a un prix. Parfois, c'est nécessaire sur une période courte, mais à long terme, on peut brûler, on peut s'y épuiser, on peut y perdre de l'argent et ça n'a pas de sens parce que ça va à l'encontre de ce que l'on souhaite réussir. Comme si la fin justifiait les moyens. C'est-à-dire la fin, c'était le développement de l'activité et les moyens, bah, ça serait les sacrifices. C'est en reconsidérant mes différentes activités que j'ai eues où je me suis aperçue que finalement, le plus intéressant avec son activité et son associé, c'est de rentrer et d'aller à la rencontre de ce flow. Flow, qui veut dire flux en anglais, enfin en anglais, traduit en anglais. Alors, c'est un concept qui vient d'un psychiatre américain d'origine hongroise dont le nom est complètement imprononçable, donc je ne me risquerai pas. Vous l'avez tous vécu, le flow. C'est quelque chose qui gratifie, c'est-à-dire qu'on va, au cours d'une activité, rencontrer une telle motivation dans cette activité, avec une telle énergie, peut-être même avec une perte de notion de temps, où on est extrêmement concentré et on arrive à réaliser quelque chose qui non seulement nous gratifie, mais par rapport à un challenge, on a rempli un challenge. Ça peut être dans n'importe quel type d'activité. L'idéal, dans sa construction de sa boîte, dans son partenariat, c'est que chacun puisse être à la rencontre de son flow en fonction de ses compétences, en fonction de sa motivation. Ou alors, ça serait idéaliste, mais en même temps, plus on tend vers cette rencontre de son flow, plus l'énergie sera centrée sur nos compétences et va permettre d'avoir une meilleure efficacité dans son partenariat au niveau de ce que l'on va produire. Euh, sur cette roue, on voit ici que l'expérience optimale, quand on est au niveau de ses compétences, c'est qu'on va utiliser ses compétences à un niveau élevé. Donc, on a une maîtrise de son métier, on a une maîtrise de quelque chose, et il y a une telle excitation à réaliser cette activité qu'on est dans une expérience dite optimale. Ça fait partie des activités qui nous rendent particulièrement heureux. Il y a une meilleure estime de soi et puis surtout, on est excellent. On a une activité qui correspond non seulement à son niveau de compétence, mais en plus, on est dans le plaisir. Et c'est ça que je voudrais mettre en avant par rapport à ce qu'il faut tout sacrifier pour réussir. Non, il faut peut-être trouver, et j'aime pas le mot il faut, cet âge n'a pas de sens, mais à rencontre de son flow
c'est-à-dire de cette joie, de ce plaisir de pouvoir développer telle et telle tâche parce qu'on est compétent là-dedans, dans une répartition de responsabilités d'associés. C'est ça parfois que je travaille quand des personnes vont créer leur boîte. C'est où est-ce que tu es bon et là où est-ce que tu te fais plaisir le plus dans ton activité. Et ensuite, d'avoir certaines complémentarités, parfois avec des terrains communs, mais en même temps, c'est là où on est le meilleur. Et c'est vrai que ça, c'est possible dans des petites boîtes, c'est pas forcément possible dans des grosses, donc c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est vraiment un levier dans lequel on peut apporter une très très grosse plus-value aux gens qui y sont associés. Travailler sur le flow, c'est-à-dire travailler sur les points où on est bon. Et surtout, excuse-moi, j'ai pris la main, mais ça me parlait tellement Vas-y, fort ce vas-y, que tu vas-y. disais que je rebondissais. Et justement, l'idée, c'est ces crayons de couleur, quoi. C'est que c'est parce qu'on est plusieurs qu'on peut le faire. Si je suis tout seul et que je dois tout tenir, quelque part, je me dis que je dois être bon partout. Si on est plusieurs et qu'on a été capable de mesurer l'endroit dans lequel on aura la compétence face à une intensité qui va produire ce flow, eh bien, on n'est pas obligé d'être tous au même endroit de la même façon. Donc, on va y aller, mais de manière différente. Je reprends l'exemple, c'est pas parce que Paul écrit très facilement des articles et des très bons articles que je dois faire la même chose. Moi, il y a plein de trucs que je sais faire très bien et dans lesquels je prends énormément de plaisir. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut que j'aille apporter ma plus-value au binôme d'associés. Et c'est en travaillant là-dessus qu'on va devenir vraiment excellent. Et ça, on a la possibilité de le faire quand on est une petite équipe parce qu'on peut même aller inventer des produits sur lesquels on sait par avance qu'on va prendre du plaisir. Super, merci. C'est une Là, je t'en prie. belle coloration. Et donc, notre solution. La réflexion qu'on se faisait avec Franck il y a quelques mois, c'est que finalement, un binôme, peu importe, enfin, les co-leaders d'une boîte représentent le premier capital actif de leur business. Plus ils vont investir sur leurs relations, sur la façon dont ils veulent coopérer, sur leur dynamique, meilleur va être le développement de leur boîte et leur entente. Les solutions à apporter, c'est nous proposons effectivement des séminaires en intelligence collective parce qu'on considère que les associés ont un socle sur lequel ils peuvent développer leur activité, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois ils sont tous, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences, ils doivent entretenir cette matrice qui est la vie de l'entreprise où la qualité de leur relation est complètement fondamentale et même déterminante au niveau des équipes avec lesquelles ils travaillent, déterminante au niveau des clients. Et puis, de travailler autour de leur vision. Ils ont forcément une vision partagée de ce qu'ils veulent voir comme devenir de leur boîte pour ensuite avoir des résultats qui se sont fixés. Et en discutant avec Franck il y a quelques mois, on s'est dit, et si on construisait un séminaire qui soit centré sur les petites équipes, sur les co-leaders, et en passant un cap, en voyant grand, on s'est dit, mais il ne faut pas le faire dans leur activité, c'est de les amener en montagne, dans des lieux différents, pour qu'ils puissent aller s'inspirer et sortir de leur quotidien, sortir de leur business. C'est pourquoi vous avez peut-être vu passer un certain nombre de posts sur LinkedIn. On a monté un type d'offre que l'on souhaite faire vivre dans différents endroits pour des petits groupes d'associés. Le premier qui serait en Haute-Savoie pour faire la rentrée des associés. Et le second est donc de marcher en montagne, de marcher en même temps de travailler sur je pensais au breakthrough pour travailler sur votre vision. La percée, ouais, la La vision, la percée, percée. voilà, la percée et la vision. Et puis, soyons fun, soyons originaux. L'Islande, alors l'Islande au mois de janvier, ça peut être complètement farfelu, mais il y a des super aurores boréales, la nature est magique. Et donc, voilà, on s'est dit que ça serait bien de mener 2 séminaires par an pour quelques groupes d'associés qui veulent travailler et sur leur binôme et en activité en intelligence collective pour aller se nourrir des solutions des uns et des autres. Alors, j'ai mon truc qui tombe, voilà.
Donc, sur ces produits-là, qui sont donc des produits non pas où on travaille auprès d'une équipe, donc c'est pas des produits intra, ce sont des produits inter. On ne les ouvre qu'à partir du moment où on a 4 binômes, donc 8 personnes qui sont inscrites, puisqu'on veut être au moins 2 coachs, donc Christine et moi, et éventuellement un troisième s'ils sont plus nombreux, et éventuellement un quatrième s'ils étaient vraiment très nombreux. Donc en gros, si vous voulez, le ratio c'est 8 personnes pour 2 coachs, donc ça veut dire que donc pour 4 binômes, hein, ça veut dire qu'il y a un vrai accompagnement. C'est pas juste du travail où on vous envoie vous balader, etc. Celui d'Islande, Presque plat. il est plus que bien parti, puisqu'à la limite, il y a les binômes qu'il faut pour l'ouvrir, mais en même temps, on peut accueillir plus de personnes, il suffirait juste qu'on soit plus de coachs. Celui de Haute-Savoie, fin août, on l'a ouvert un peu tard et on a à date que 1 ou 2 binômes inscrits. Donc c'est encore un peu juste. Donc celui-là, n'hésitez pas si vous avez des opportunités. On en reparlera un petit peu plus loin. Sinon, on le fera pas et puis on reportera ça à une date un peu plus loin dans l'automne pour les gens qui étaient inscrits. Ou on remettra tout sur l'Islande. Voilà, on en a déjà animé quelques-uns, beaucoup en intra, assez peu en inter, parce que l'inter c'est toujours un peu plus compliqué à monter que l'intra. Mais on a bon espoir effectivement d'aller se balader 2, 3 fois par an avec Christine pour accompagner des binômes d'associés pour le meilleur et surtout pas pour le pire. Ah oui, non, surtout pas pour le pire. Alors, comment ça va se passer? En fait, c'est un programme de 3 jours qu'on vous propose en résidence privée. Voilà, d'abord, on a envie de bien vous recevoir, que vous preniez soin de votre relation, mais que vous ayez un cadre que vous appréciez. Donc, dans des chalets qui seront privatisés. Arriver en fin d'après-midi, la veille du démarrage du séminaire, et puis une soirée conviviale pour faire connaissance et vous proposer le programme de 3 jours. Ensuite, cette première journée, comme l'avait dit Franck, l'idée c'est d'aller revisiter votre modèle de réussite, et même de le visiter, parce que euh, certains ne savent pas comment il fonctionne et comment il fonctionne bien. Donc, à partir d'exemples concrets et cet outil qui est l'Advitam, l'idée, c'est de mettre en exergue le modèle de réussite du partenariat, du binôme. Mais peut-être passer au-delà de ça et de faire plus que ça marche bien pour pouvoir aller le renforcer à partir notamment d'une amélioration d'un bilan de fonctionnement de l'amélioration de la relation avec des temps sur la façon dont les personnes communiquent, la façon dont les personnes... L'idée, c'est d'arriver à mieux se connaître hors cadre. On part du modèle de réussite, on le renforce par le travail autour de la révélation, des techniques de méditation aussi, en faisant du coaching en marchant. C'est une méthode qui permet d'aller mieux s'ancrer, d'aller écouter ses ressentis, développer son écoute pour soi et l'écoute pour l'autre, et d'arriver à faire des réglages nécessaires pour pouvoir bien optimiser et partir sur un meilleur pied cette première journée entre associés. La deuxième journée, c'est Franck qui va en parler. C'est la fameuse percée. La fameuse percée. Deuxième journée, on va travailler sur la visualisation de la réussite. Donc, on travaille ça en extérieur si possible. On marche, on monte, on grimpe. Et on va chercher l'ultime possible. L'ultime possible, on le trouve en haut de la montagne. Alors la montagne, elle n'a pas besoin de faire 3000 mètres de dénivelé, hein, mais l'idée, c'est quand même de grimper, de se retrouver à un endroit où on pourra dominer le paysage, dominer la vallée. Je suis assez surpris souvent quand on accompagne des équipes qui sont en difficulté. Ils nous disent, oh là là, il y a une véritable montagne qui nous attend. Et en fait, quand on les amène en haut de cette montagne virtuellement, hein, on leur dit, OK, vous êtes dans 6 mois, vous êtes dans un an, le projet est terminé, le déménagement est fait, la réorganisation a abouti, a porté ses fruits. Qu'est-ce que vous voyez? Et quand on amène les gens sur visualisation de la réussite, alors quelque part, on crée de l'envie. C'est des techniques qui viennent du sport, hein, c'est-à-dire qu'en sport, ce qui est important, c'est de se visualiser en train de passer la ligne d'arrivée.
Alors après, on peut se visualiser en train de lever la coupe aussi pour ceux qui sont compétiteurs, mais souvent les PME, elles sont pas compétitrices vis-à-vis de toutes les autres boîtes. Elles savent bien qu'elles sont pas forcément dans cette dimension-là. Par contre, ce qui les intéresse, c'est de gagner par rapport à elles-mêmes, c'est de se dépasser, d'aller plus loin. Mais il y a deux façons. Soit on commence par regarder les étapes du chemin, et là, ça peut paraître très lourd. Soit on commence par regarder la réussite, le bout du chemin, l'endroit où on veut aller, l'ultime possible, c'est-à-dire ce qui est même peut-être d'ailleurs beyond the limit, donc de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Et c'est uniquement ensuite en redescendant qu'on va aller définir les étapes du chemin et prendre les premières décisions importantes. Donc cette deuxième journée, en fait, il y a un vrai travail de montée. On déjeune en haut de la montagne, on travaille sa visualisation, on travaille l'ultime possible avec des techniques accompagnées par les coachs, et ensuite on va redescendre. Quand on va redescendre, on va définir les étapes du chemin, et une fois qu'on sera arrivé en bas, on prendra des premières décisions importantes. Troisième journée. Et la troisième journée, c'est la journée, alors pour faire du co-développement, justement parce qu'il y a cette richesse, chacun vient d'univers différents, d'activités différentes, et, euh, et à partir des actions qui vont être mises en place par chacun, de pouvoir enrichir par des bonnes pratiques, par des partages de bonnes pratiques. Ça peut être aussi d'apporter des solutions complémentaires par rapport à telle et telle problématique. Mais l'idée, c'est d'aller remettre en dynamique et de donner une force complémentaire avec le co-développement pour pouvoir créer des premières boucles de réussite, s'engager dans l'action et finalement passer un cap sur une vision à long terme avec la mise en place de stratégies qui ont été décidées par le binôme et cet enrichissement qui aura été apporté par l'ensemble du groupe, chacun dans ses fonctions différentes d'associés. Oui, c'est vrai, je rebondis sur ce que dit Christine, co-développement, c'est excellent. Là, par exemple, on vous a dit sur l'Islande, il y avait déjà pas mal de réservations, il y aura un binôme d'experts comptables, qui sont à la tête d'un cabinet d'experts comptables, il y aura un binôme de dirigeants, pardon? Et d'architectes. D'architectes, il y aura un binôme de formateurs coach, il y aura un binôme d'associés qui ont créé et qui ont largement développé une boîte qui est industrielle. Donc on aura vraiment, et j'en oublie un, je sais plus lequel, mais ah bah oui, et deux associés qui sont en train de se lancer dans un projet dans le textile, enfin dans la transformation de déchets textiles en billes de plastique. Donc on aura vraiment des univers, des associés différents qui vont se retrouver mélangés. Et alors uniquement dans cette phase-là, et évidemment à d'autres moments, mais là on va vraiment créer dans la troisième journée une capacité à aller secouer. Parce que finalement quand on aura identifié les étapes du chemin et qu'on aura pris des décisions, on va retomber un peu dans le côté plombant des croyances limitantes. Et c'est là qu'on va y aller et qu'on va vraiment secouer les croyances limitantes et donc leur faire créer les premières boucles de réussite virtuelle et s'engager dans l'action, c'est-à-dire faire les premiers pas vers les premières réussites qui vont leur donner confiance et qui vont leur donner envie d'aller plus loin. Oui, comme dit Christine, c'est extrêmement puissant le co-développement. C'est ça, c'est la touche de plus pour embarquer le binôme. Alors, on termine parce que il est l'heure. Quand on a vu les 35 personnes qui s'étaient inscrites, et donc j'imagine que les 9 qui sont connectés ce soir doivent être un échantillon représentatif des 35 qui s'étaient inscrites, on a vu qu'il y avait pas mal de coachs qui étaient inscrits, et on est ravis de ça, et ça pose aucun problème, et on sera ravis que vous laissiez inspirer, comme nous on se laissera inspirer de vos partages pour avancer. Plus on sera nombreux à faire pousser ce beau métier et à bien le réussir et à bien l'exécuter auprès de nos clients, et plus ce métier-là sera porteur pour nous tous, donc tout va bien. D'ailleurs, c'est un peu notre philosophie. Si vous allez sur nos deux sites, Origine, celui de Paul, et Énergie, celui qu'on a créé ensemble, vous verrez que tout le contenu est disponible, qu'on détaille énormément nos formations, que à la limite, il n'y a presque plus besoin de venir de se former parce qu'il y a tout. Alors évidemment, la formation, ça sert à autre chose, mais on est plutôt dans l'idée qu'il faut partager. Alors, néanmoins, si vous êtes coach et vous avez peut-être pas la surface de clientèle pour créer ce type de séminaire inter avec vos clients,
eh bien, montons un partenariat. On a défini des règles de rémunération plutôt généreuses pour ceux qui apporteraient des leads. Et donc, si vous connaissez des binômes d'associés, ben, n'hésitez pas à nous en parler et on vous proposera et on se mettra d'accord sur une façon très respectueuse où les clients, on est bien d'accord et on est bien conscient qu'un client, c'est précieux. Donc, on a plein d'exemples. C'est comme ça qu'on a bâti notre alliance avec aujourd'hui, on doit être 25 à peu près. Le client reste toujours la propriété de celui qui l'amène dans le produit. Donc, l'idée, ça pourrait être un peu comme il y a des agences de voyage et qu'on s'inscrit à des voyages de groupe, peut-être que vous puissiez inscrire des binômes de gens que vous connaissez à la session sur les Alpes fin août avant la rentrée, c'est propice, ou sur celle de l'Islande ou sur les autres qu'on créera par la suite. Donc, si ça vous intéresse et si vous avez été intéressé par le produit, contactez-nous, Christine ou moi, et on discutera de ce partenariat possible. Maintenant, vous êtes peut-être aussi, on a vu qu'il y en avait aussi pas mal, des DRH, des dirigeants ou des co-dirigeants d'entreprise. Et à ce moment-là, bah, écoutez, venez nous rejoindre dans un séminaire, ou alors vous avez une demande bien spécifique et il y a deux, trois des points qu'on vous a présentés qui vous intéressent. Et dans ces cas-là, eh ben, on sera ravis de faire du sur-mesure, comme l'a expliqué Christine, pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Est-ce que certains veulent des questions? On est à votre disposition. Et oui, j'ai enfin retrouvé. J'avais perdu le bandeau dans lequel je pouvais taper des messages. Je l'ai retrouvé, donc n'hésitez pas. Merci Vous pour le avez- partage du lien. Là, je vois que Christine a partagé un lien sur le flow. Effectivement, merci bien. J'ai déjà été voir et je vais m'inscrire pour aller passer le questionnaire. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez échanger? On est à votre disposition. Ça met peut-être un peu de temps. Ah, quelques personnes en ce moment qui écrivent. Donc on va avoir 4 questions d'un coup, Christine. Oui, 4 questions. T'en prends deux, j'en prends deux. Merci beaucoup. Merci, Christine. Ah oui, la T et le triangle de Codeb. Bah, super. Ah, Christine n'est pas encore coach, mais je sens une petite envie qui pointe. Alors, où peut-on nous contacter? Ben déjà, vous voyez apparaître là le www, mais en fait, plus simplement, de toute façon, on va envoyer le replay du webinaire, puisque j'ai bien pensé à l'enregistrer. Et donc, je vais l'envoyer à tous ceux qui s'étaient inscrits, donc vous aurez le replay. Et donc, bah, si vous avez envie d'échanger à cette occasion-là, vous aurez nos coordonnées à Christine et à moi. Merci Hubert qui nous quitte. Merci Eric. Bonne soirée. Voilà. Merci Véronique. Bah, écoute, on Merci, prend, hein, Véronique. Oui, oui, merci. on accueille. C'est pas vraiment des questions, hein, mais les merci, c'est pas mal aussi. Ok. Voilà, Merci. écoutez, Passez un bel été. ouais, on va vous laisser à la douceur nocturne. Où que vous soyez en France, j'ai l'impression qu'on est tous logés à la même enseigne ce soir. Donc vive les ventilateurs. À Et la Paris, il clim. fait chaud. Le bitume ressort la chaleur. Il fait très, très beau. À bientôt à À- tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.